L'opposition s'est enfin résolue à saisir la Cour suprême. Au Kenya, son chef Raila Odinga l'a annoncé ce mercredi pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta. Ses propos assurent dans ce journal. Affaire Grace Mugabe, les autorités du Zimbabwe ont requis l'immunité pour la première dame mise en cause en Afrique du Sud par d'embarrassantes accusations d'agression. Enfin, au Gabon, un remaniement ministériel va avoir lieu dans les prochains jours. Propos du président Ali Bongo Ondimba dans son traditionnel message pour la fête de l'indépendance. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a annoncé ce mercredi son intention de saisir la Cour suprême pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta. Il estime ce scrutin entaché de fraude et appelle ses supporters à soutenir cette démarche en manifestant de manière pacifique. Suivons un extrait de ses propos. We have now decided to move to the Supreme Court and lay before the world. Nous avons décidé de saisir la Cour et de montrer au monde la fabrication d'un pouvoir généré par ordinateur. And lay before the world the making of a computer-generated leadership. We will preach peace. Nous prêcherons la paix, comme nous l'avons toujours fait, et nous défendons nos droits de nous rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des minutes de silence. Nous battrons le tambour et ferons tout ce qui est possible pour attirer pacifiquement l'attention sur ces injustices électorales flagrantes. Les Kenyans n'ont pas besoin de recourir à la violence pour obtenir justice. On reste au Kenya où ce mercredi matin, des agents de l'administration fiscale se sont présentés au siège d'Africog, une organisation de la société civile engagée dans la vie publique, exigeant d'avoir accès à leurs dossiers pour réaliser un audit. Africog, jugeant le mandat présenté comme faux, leur a refusé l'entrée dans leurs locaux. Les images. Les mesures prises lundi et mardi par l'organisme du ministère de l'Intérieur supervisant les ONG contre la Commission kenyane des droits de l'homme et Africog, une organisation de la société civile engagée pour la transparence de la vie publique, ont été critiquées par ces dernières comme une tentative d'intimidation. Tout ce qui se passe en ce moment tourne autour des élections, a déclaré à l'AFP Maina Kia, vice-président du Conseil d'Africog et membre du Conseil de la Commission kenyane des droits de l'homme. Il s'agit pour le gouvernement de s'assurer que cette élection reste la plus opaque possible. Mercredi matin, des agents de l'administration fiscale kenyane se sont présentés au siège d'Africog, exigeant d'avoir accès au dossier de l'organisation pour réaliser un audit. Africog, jugeant le mandat présenté comme un faux, leur a refusé l'entrée dans leurs locaux. Peu de temps après, le ministre de l'Intérieur a adressé un courrier au Conseil des ONG, l'enjoignant à suspendre toute action contre ces organisations pendant 90 jours au plus, le temps d'enquêter en profondeur sur la Commission kenyane des droits de l'homme et Africog. Mardi, Africog et la Commission avaient indiqué discuter d'un éventuel recours en justice contre le résultat de l'élection présidentielle du 8 août qui a mené à la réélection d'Uhuru Kenyatta, tout en assurant ne pas avoir encore pris de décision. L'opposition argue de fraude massive lors de l'élection et a annoncé mercredi de contester la réélection du président devant la Cour suprême. Je l'annonçais en titre, au Gabon, un remaniement ministériel va avoir lieu dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le président Ali Bongo Ondimba ce mercredi dans son traditionnel message pour la fête de l'indépendance près d'un an après sa réélection. Il a indiqué qu'il avait demandé à son Premier ministre de mettre immédiatement au travail le gouvernement qui sera formé dans les tout prochains jours dans un discours télévisé à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Ce nouveau gouvernement sera formé conformément aux conclusions du dialogue politique, a-t-il ajouté. Ce dialogue politique, pouvoir, opposition, société civile, a été voulu par le président Bongo pour tenter de sortir le Gabon des tensions politiques
né de l'élection présidentielle d'août 2016 et des violences. L'édition suit son cours. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a reconnu ce mardi à Brazzaville que son pays connaissait des difficultés économiques réelles et préoccupantes, mais il a jugé que cette crise pouvait être surmontée. Plus de précisions à travers cet élément. La dette publique du Congo représente 117% du produit intérieur brut selon le Fonds monétaire international qui a affirmé récemment que le Congo lui avait caché une partie de sa dette. Des propos en partie confirmés par le président Denis Sassou Nguesso. Notre pays connaît des difficultés réelles, personne ne doit les dissimuler, a déclaré le président Sassou dans un message radio-télévisé à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays. Ces difficultés étaient au départ financières, la crise dans laquelle le Congo est plongé depuis 2014 avec l'ensemble des pays exportateurs des matières premières continue encore de générer des effets néfastes. La situation du Congo est préoccupante, mais nous ne sommes pas dans un désastre irréparable, a estimé le président. Il n'y a ni faillite ni banqueroute, la crise sera surmontée, a-t-il affirmé. Dans son message à la nation, Sassou, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir, a évoqué la situation dans le Pôle, région voisine de la capitale Brazzaville, secouée depuis avril 2016 par des violences et des exactions attribuées par le gouvernement à Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi, et ses ex-combattants ninja. Encore une fois, je demande à Frédéric Bitsamou de se rendre à la justice de notre pays pour abréger les souffrances des populations innocentes, a lancé le dirigeant congolais. Selon le gouvernement et l'ONU, au moins 138 000 personnes, soit plus de la moitié de la population de cette région, sont en détresse dans le pôle et font face à des besoins humanitaires criants dans les domaines de la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l'hygiène et l'assainissement notamment. Les autorités du Zimbabwe ont requis l'immunité pour la première dame du pays, Grace Mugabe, mise en cause par d'embarrassantes accusations d'agression contre un mannequin en Afrique du Sud. Après de longues heures d'incertitude, le ministère sud-africain de la police a annoncé ce mercredi que Grace Mugabe avait invoqué l'immunité et qu'elle se trouvait toujours sur son territoire, démontant qu'elle avait regagné Harare. Grace Mugabe est accusée d'avoir, dimanche dernier, frappé et blessé au visage Gabriela Engels, un mannequin de 20 ans qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle avec des amis dans un quartier huppé de Johannesburg. La jeune femme a déposé plainte pour coups et blessures, assurant avoir été entaillée au front. Grace Mugabe se trouvait en Afrique du Sud pour faire soigner une blessure au pied, selon les médias de son pays. Un rassemblement pour commémorer le 5e anniversaire du massacre de Marikana en Afrique du Sud le 16 août 2012. 34 mineurs employés par la compagnie Lomain avaient été tués par la police sud-africaine alors qu'ils étaient engagés avec leurs collègues dans une grève illégale. Retour sur ces images. L'Afrique du Sud a commémoré ce 16 août le massacre de Marikana. Il y a 5 ans, la police sud-africaine avait ouvert le feu sur plusieurs centaines de travailleurs en grève dans une mine de platine. 34 personnes avaient été tuées et l'incident avait profondément choqué l'opinion publique. Jamais un tel massacre n'avait eu lieu depuis la fin de l'apartheid. Plusieurs centaines de personnes, mineurs, militants et hommes politiques se sont rassemblés sur le lieu du massacre. Dans la communauté, c'est la colère et la déception. 5 ans après le drame, les mineurs et les familles des personnes décédées estiment que peu de choses ont changé. Les conditions de vie sont les mêmes et les salaires à l'origine de la grève à l'époque ont peu augmenté. Les logements promis par les compagnies minières n'ont pas été construits et les compensations pour les mineurs blessés et décédés n'ont pas été versées puisque des discussions sont toujours en cours. Aux yeux des mineurs, le gouvernement n'a jamais présenté la moindre excuse pour ce qui concerne la pire bavure policière depuis la fin de l'apartheid. À ce jour, aucun membre des forces de l'ordre n'a été inculpé pour le décès de ces 34 mineurs. Seule la commissaire de police à l'époque a été relevée de ses fonctions et doit faire face à une commission de discipline. Ce mardi après-midi, aucun membre du gouvernement ni de l'ANC n'était présent aux commémorations. La crise en Centrafrique inquiète les organisations humanitaires. 6 d'entre elles implorent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de prendre des mesures immédiates à travers une lettre ouverte. Elle estime urgente la réaction face à la crise sécuritaire et humanitaire en Centrafrique. Reportage.
En République centrafricaine, au moins 821 civils ont été tués depuis le début de l'année, selon 6 ONG qui estiment que le conflit atteint le même niveau de violence qu'en décembre 2013, au plus fort des massacres de masse entre milices Séléka défendant les musulmans et anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. À cette époque, les Nations Unies avaient déclaré un niveau d'urgence 3. Nous vous implorons de prêter la même attention à la crise subie par des millions de personnes qui souffrent dans ce pays, écrivent les signataires, dont Action contre la faim et Première urgence. Le mandat de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix MINUSCA pour protéger les civils n'est pas rempli en raison de manque de ressources humaines et financières, constatent les ONG au sujet de la force onusienne de 12 500 hommes. Elles demandent instamment à Guterres de permettre à la MINUSCA d'avoir les moyens de son mandat. Le patron de l'ONU est aussi invité à s'assurer que la MINUSCA soutient les Centrafricains et leurs représentants dans la mise en œuvre de la résolution politique du conflit. Cette lettre est envoyée en copie au chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, qui avait envisagé fin juillet des éléments additionnels pour la MINUSCA à l'issue d'une visite à Bangui. Cible elle-même des violences, les ONG déplorent le sous-financement de l'aide humanitaire alors que la moitié des 4,5 millions de Centrafricains en dépendent. Et pour finir, Mokhtar Robow, l'un des chefs des combattants islamistes Chebab, a fait défection en Somalie. À l'origine de cette défection, quelques différences idéologiques. Mokhtar Robow pactise aujourd'hui avec les autorités somaliennes. Images et sons. Mokhtar Robow n'est plus en odeur de sainteté avec les Chebab en Somalie. Cet ancien porte-parole des combattants islamistes a fait défection depuis près de 6 ans à cause de différences idéologiques. Pendant cette période de 5 ans et 7 mois, j'ai vécu dans la jungle, dans la région de Bakoul, où j'ai été attaqué par un groupe qui a tenté de me tuer. Mais Allah m'a sauvé et je me suis défendu. Dimanche dernier, Mokhtar Robow s'est rendu aux autorités somaliennes après plusieurs heures de négociations. Le lendemain, lundi donc, il a rallié Mogadiscio à bord d'un avion privé. Je confirme que j'ai des discussions avec le gouvernement fédéral de Somalie et que je suis désormais leur invité à Mogadiscio. La défection de Mokhtar Robow représente un revers pour les Chebab. Ces derniers poursuivent toujours leurs attaques meurtrières en Somalie et dans les pays voisins comme le Kenya et l'Ouganda. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.